La rue Le Pen. Peu après la mort du fondateur historique du Front National, le maire et le conseil municipal de Chevillon-sous-Bois prirent l'initiative de débaptiser la rue du docteur Homais pour lui donner le nom de rue Jean-Marie Le Pen. La rue abandonnait ainsi le nom d'un ancien pharmacien oublié, quoique titulaire de la Légion d'honneur, pour s'élever aux arcanes de la politique nationale. Située dans la zone périurbaine d'une grande ville, la commune de Chevillon-sous-Bois étend le paysage anguleux de ses toits d'ardoise jusqu'au vert horizon des forêts et des communes rurales avoisinantes. Le vote Front National est faible dans la grande ville voisine, et ses scores ne ressemblent guère aux résultats nationaux. En revanche, il est fort, franc, français et durablement implanté à Chevillon-sous-Bois. Bien supérieur aux moyennes nationales, ses effectifs électoraux assurent ici une confortable majorité aux élus du Front. Communiqué. Dans un récent communiqué, le maire, soucieux de dissiper tout malentendu, a assuré que l'attribution du nom de Le Pen à la rue ne doit pas inquiéter les habitants de Chevillon-sous-Bois, et notamment ceux qui habituellement ne votent pas pour le Front National. Selon le premier élu, il s'agit tout d'abord de saluer la mémoire d'un grand patriote qui a su redéfinir les idées de solidarité nationale pour leur donner un contenu politique. Ces idées, pour peu que l'on aime la France, sont les jalons d'un renouveau. Enfin, par cet acte civique, la municipalité entend s'associer à la hardiesse de vue de ce tribun nationaliste, longtemps considéré comme infréquentable par les personnalités politiques plus consensuelles et par les adeptes de la pensée unique. Le maire a déclaré: en tant qu'élu, je suis toujours surpris de voir que le plus souvent, les gens ne disent pas qu'ils habitent Chevillon-sous-Bois. Le plus souvent, ils déclarent vivre dans un village près de la grande ville voisine. Je crois donc qu'il est temps de redonner toute leur fierté aux Chevillonnais et qu'il nous faut forger l'identité de notre ville. Barbecue. Nom masculin. Américain, barbecue. De l'hispano-américain, barbacoa. 1. Appareil de cuisson au charbon de bois pour faire des grillades en plein air. La viande barbecue, c'est de la viande cuite à la broche simplement. L'Amérique au jour le jour, 1948, Simone de Beauvoir. Le barbecue, en gros, c'est un appareil qui te permet de manger des saucisses pratiquement crues, mais avec les doigts bien cuits. Coluche. 2. Par métonymie, fête au cours de laquelle on se sert entre amis d'un barbecue. L'argent ne fait pas le bonheur, mais nous, on a trouvé la recette. Venez donc partager entre amateurs de tendres et juteuses brochettes. 3. L'effet barbecue. Théorie qui veut que les habitants des cités périurbaines, comme Chevillon-sous-Bois, aiment les week-ends à s'inviter entre voisins et amis pour regarder défiler les côtelettes sur les grilles brûlantes et pour humer les fumées de charbon de bois. L'effet barbecue semble être l'exact inverse d'un mouvement touristique désigné par les termes de mobilité de compensation. Cette mobilité, telle une force irrépressible, pousserait les foules citadines à quitter les grandes villes et les centres urbains pour, lorsqu'arrive le week-end, se ruer sur les charters. En résumé, nous aurions donc d'un côté des citadins sans voiture, mais qui brûlent du kérosène en vacances, et de l'autre côté, loin derrière les rocades, des périurbains, toujours véhiculés, mais qui dimanchent au vert dans les fumées de nourriture grillées à l'ombre de leur camping-car. Et la semaine, et le dimanche, au jardin ou en voyage, chacun vivrait, mangerait, boirait, regarderait les cieux, et au-dessus des têtes, les avions qui accélèrent sur leur filet de carburant. Affiches politiques et transport aéronautique. La représentation des habitants de Chevillon-sous-Bois, des citadins de la grande ville voisine, les habitudes de transport de chacun, ainsi que la contemplation des avions dans le ciel, ne sont pas sans évoquer une ancienne affiche du Front National Jeunesse présentant la noire silhouette d'un avion de transport de passagers dans le disque orange du soleil couchant. Jaune, bien jaune,
le message en lettres capitales sur 2 bandeaux noirs horizontaux stipule que lorsque nous arriverons, ils partiront. Jaune, orange, noir. Cette utilisation graphique d'un avion sous-entendait donc que les forces du front sauraient, une fois au pouvoir, inciter les immigrés au départ. Devant l'affiche, on comprenait vite que le Front National Jeunesse se targuait d'inventer les modalités aéronautiques de ce retour sur immigration et qu'il se figurait ainsi une sorte de renvoi de la main-d'œuvre africaine qui, ayant perdu toute rentabilité, nécessitait que l'on s'en débarrasse. Cérémonie et discours. À Chevillon-sous-Bois, il n'y a pas d'aéroport. C'est donc dans de grandes limousines monochromes et de marque française que sont arrivées les filles de l'ancien président du Front et ses collaborateurs. Lors de cette cérémonie, Marine Le Pen, présidente de ce parti, a salué le parcours difficile, ardu, d'un jeune pupille de la nation, d'un patriote intraitable et qui s'était porté volontaire pour servir en Indochine, puis en Algérie, d'un homme isolé dans son combat, d'un tribun amoureux de la langue française, mais ostracisé par les médias, et qui avait su devenir le père fondateur d'un parti toujours en progression. Au terme de son discours, elle a salué celui qui demeure le gardien de la ligne historique du FN. À entendre Marine Le Pen, le FN existe et lutte là où il y a des entreprises, des sites industriels, mais également de nombreux immigrés, et donc des ouvriers, des artisans et des fonctionnaires français à défendre en priorité. Elle a renouvelé son propre engagement contre la délinquance et l'immigration, car de fait, la délinquance, la criminalité, qui jusqu'ici ont été le triste apanage des grands ensembles, des collèges de ZEP et des zones de non-droit, gagnent les faubourgs et les campagnes pour polluer toute la France. Le maire a repris ses paroles pour assurer que la délinquance, les trafics et l'immigration sauvage n'étaient pas les bienvenus à Chevillon-sous-Bois. Que sans laxisme aucun, fort de ses pouvoirs de police, il entendait bien s'opposer à ce fléau et mettre en place un programme de préférence nationale et de salubrité publique. Braquage, bâtard, bastos. Il a bien parlé, le maire. Il a raison. Non, mais il faut les arrêter, tous ces bâtards. Là. Il y a une semaine encore, il y en a 2 qui sont venus avec leur gros scooter pour braquer le Café des Sports. À l'approche de Noël, ils viennent nous braquer les commerces, hein, ils ont besoin d'artiches, et on les revoit à nouveau. C'est pas un monde à cette racaille là qui joue les djihadistes de Noël. Nous, on s'est barrés des cités pour plus les voir, eux, leur trafic et leur kalachnikov, et voilà, aux premières neiges, eh ben, ils reviennent pour nous pourrir la vie. Non mais demain, on va aller où pour avoir la paix? Hein? Au Groenland? En Espagne? Où ça? Ah, plus ça va, moins ça va. C'est pas une vie ici. C'est pas un pays. Et on les garde dans notre pays. Non mais on est trop cons, je vous dis. Non mais oh, on est des abrutis. Le mieux, c'est pas de leur laisser leur gros scooter, le mieux, c'est de les foutre dans un charter et basta. Hein? On verra s'ils font les malins là-bas, au pays des bastos et du Trokistan. On leur coupera les mains, ces bâtards. Cérémonie, meeting et rocade. La relative nouveauté de cet événement urbain, sa médiation et le souvenir vivace des nombreuses provocations xénophobes de Jean-Marie Le Pen, conduire des opposants à organiser une contre-cérémonie qui, partant du centre-ville, aboutissait à la rocade périphérique desservant Chevillon-sous-Bois. Pour cet événement, ils avaient décidé de se déguiser en bleu, en blanc et rouge, afin de former 3 groupes distincts également répartis dans leur cortège. Tout en se réappropriant les couleurs du drapeau et en criant « non au racisme »,« non à Le Pen » ou « la rue Le Pen »,« la rue de la haine », ils aboutirent inévitablement à la rocade et aux limites de la ville. De cette place autoroutière fusaient des invectives diverses et toutes sortes de rumeurs sur les projets du maire. Devant un cordon de CRS impassible, des manifestants questionnaient les médias. À quand une place Dieudonné Mbalambala? Pourquoi pas une rue des révisionnistes? Dans le tumulte, des protagonistes annonçaient que la municipalité voulait transformer le jardin du Mont pour en faire un jardin de la France aux Français.
À quoi pourrait bien ressembler un tel projet? Qui paierait? Meeting et slogan. La manifestation est un succès. Les militants sont venus en nombre pour contrer les projets du FN, mais actuellement, les débats partent un peu dans tous les sens. Malgré une forte mobilisation, on sent une certaine lassitude des militants et des sympathisants. C'est difficile de s'opposer intelligemment. Non au racisme, non à Le Pen, c'est pas ce type de slogan qui va nous sauver. Ça fait des années qu'on crie cela pour rien, ou presque, car le FN progresse. En définitive, c'est pas que ça soit faux, mais c'est triste à dire. La haine, les gens s'y sont habitués. Depuis des années, les hommes politiques, pour planquer leurs échecs économiques, répètent les arguments du FN. Les Français sont devenus les otages de responsables corrompus et incapables. Demain, il ferait mieux de voter pour des robots. Au moins, ces automates ne seront pas tentés de piquer dans la caisse pour défiscaliser en Suisse. Controverse. Non féminin. Controverse. 1. Dispute en règle, discussion argumentée, contestation sur une question, une opinion, un problème, un phénomène ou un fait. Par métonymie, ensemble des éléments divergents ou contradictoires du débat. 2. Dans un sens plus restrictif, dispute qui se fait entre les catholiques et les protestants sur des points de foi, principalement au XVIIe siècle. Matière de controverse, étudier la controverse. 3. La controverse de Valladolid est un événement historique. En 1520 et 1551, des réunions théologiques se tinrent à l'université de Valladolid pour statuer de la manière dont devaient se faire les conquêtes dans le Nouveau Monde et de l'évangélisation des Indiens. 4. Interprétation récente. Disputes qui se font entre les Baptous et les Toubabs, les François, les fromages blancs, les pâtérillettes, les Souchiens, baston entre les Asiatiques, les Asiates, les Bridés, les Ching-Chong et les Bamboulas, les Blacks, les Blackos, les Bougnouls, les Négros, castagne et embrouille entre les Gitans et les Gadjos, entre les Roms, les Manouches, les Romanos, ratonnade et stomba entre les Feuges, les Jeufs, les Youpins, les Youtres et les immigrés musulmans, les Beurs, les Blédards, les Barbus, les Lascars, les Caïras, les Rebeux et autres Zivas, sur des points de morale, de mœurs ou de loi. Controverses, disputes, altercations entre blancs, jaunes, gris ou noirs, chacun s'appuyant sur sa différence de couleur, de culte ou de culture, pour se défier de son voisin et à l'occasion pour le rebaptiser d'un nouveau patronyme. Géocaricature ou satire géographique. Toujours méfiant des caricatures et afin de mieux définir le contexte paysager de ce récit, il me semble pertinent de citer une interview d'Éric Charme, directeur du laboratoire Rive à l'ENTPE, spécialiste des questions urbaines, et qui s'emploie à définir les nouvelles formes de dynamique de territorialisation résidentielle. Je cite : « La conception dominante de la vie périurbaine reste assez caricaturale, celle d'une vie très matérialiste, repliée sur le foyer familial, au sein d'un pavillon entouré de barrières blanches, avec le panneau « chien méchant » et l'inscription « ça me suffit ». Le constat d'un fort vote Front National dans certains secteurs périurbains, que l'on a au fait d'assimiler au périurbain dans son ensemble, renforce cette imagerie. Celle-ci ne correspond pourtant pas à ce que vivent les périurbains. La vie périurbaine est beaucoup plus ouverte culturellement et socialement que ce qu'en pensent ceux qui ne la connaissent pas. Par ailleurs, le vote Front National, qui peut être spectaculaire dans certaines communes, est moins un vote périurbain qu'un vote de catégorie sociale. Fin de citation. De fait, les théories et les observations de cet urbaniste nuancent le contexte géographique de ce récit et relativisent la description de Chevillon-sous-Bois comme le parangon d'une ville FN. En revanche, ces recherches sur l'ancrage local ne nous éclairent guère sur les motivations des électeurs du FN, et c'est plus du côté de la sociologue Nona Meyer qu'il est possible de trouver des réponses. Redéfinir rapidement la crise. À Chevillon-sous-Bois et ailleurs, l'enracinement du FN est avant tout l'un des effets collatéraux de la longue crise du capitalisme et de sa gestion néolibérale, économiquement inéquitable et socialement désastreuse. À Chevillon-sous-Bois et ailleurs en France,
Les gouvernements se succèdent sans que leurs politiques économiques changent radicalement. Et ainsi que l'a dit Nona Meyer en 2014, pour le FN, le contexte est porteur. Le contexte, c'est celui de la mondialisation dont la construction européenne représente la forme la plus concrète. Dès lors, une partie des travailleurs se sent particulièrement exposés et vulnérables. Ils se vivent comme les victimes de la mondialisation et de l'Europe. La mondialisation, les règles du commerce international et du pouvoir actionnarial facilitent la désindustrialisation et le départ des entreprises dans des pays où les ouvriers sont quasiment des esclaves. L'Europe, les questions fondamentales, indépendance de la Banque centrale, déficit, financement des déficits, rigueur, monnaie, emploi, semblent inaccessibles, car sanctuarisés dans des traités européens et de lointaines institutions. Forte de ces traités, l'Europe dépossède ses États de leurs prérogatives et limite leur souveraineté nationale. Le FN a alors beau jeu de répéter aux travailleurs que l'Europe a ouvert ses portes aux entreprises et à toutes les formes d'immigration. Enfin, l'euro est décrit par lui comme une monnaie créée pour contribuer à cette libre circulation des personnes et des capitaux, pour donner toute satisfaction à l'Allemagne, l'euro fort et au marché financier, et en dernière instance, pour aider les populations. Et c'est ainsi qu'en 2008, les États ont procédé au sauvetage des banques sans aucune contrepartie. Pas le moindre début d'une réglementation efficace n'a vu le jour. Rien. Nada. Nothing. Rien, les chômeurs s'enlisent dans leur quotidien, comptent leurs factures et passent le balai. L'activité des banques et des computers maintient l'enrichissement continu des plus aisés. Pétition pour la rue Nini. Nini. La rue Nini. Nini écrit en blanc sur le bleu profond d'une plaque de tôle émaillée. Nini, voilà un joli patronyme à donner à une rue de Chevillon-sous-Bois ou d'ailleurs. Actuellement, une pétition circule pour rebaptiser la rue Le Pen la rue Nini. Cette solution, malgré son apparence saugrenue, va peut-être rassembler les suffrages et permettre aux personnes se disant ni de gauche ni de droite d'être représentées. En effet, ce sont majoritairement elles qui, depuis de nombreuses années, ont porté au pouvoir le parti de Jean-Marie Le Pen puis de sa fille. Et ainsi que l'écrivent les pétitionnaires, il est grand temps de leur rendre cet hommage. Au regard du droit, les personnes en désaccord avec la mairie de changer le nom d'une rue peuvent s'y opposer en saisissant le tribunal administratif qui statuera. En revanche, l'obtention d'un grand nombre de signatures ne confère aucune valeur juridique à leur pétition. Seule la pression sur les décideurs politiques peut être décisive. Mais que peuvent attendre ces activistes comiques qui, en proposant à leur tour le sobriquet Nini, résument ainsi le peu d'espoir qu'ils concèdent à ce monde?